Raphaël Quintot qui est là et qui est l'auteur de l'étude et que je remercie vraiment beaucoup de cette étude qui est une étude longue sur 1 an et qui a été très approfondie. Il va évidemment nous en parler. Je salue les principaux partenaires que sont l'ADEME, représenté notamment par Valérie Martin, qui nous a rejoints, ainsi que la Poste, représentée par Eric Trousset. Merci à eux de ce partenariat, je pense, sur une étude tout à fait passionnante. Je salue aussi les autres partenaires que sont Capcom, France Urbaine et Intercommunalité de France, en les remerciant pour leur contribution, en particulier pour leur mise en relation d'un certain nombre de gens, qui a été très utile dans la confection de cette étude. Alors, comment le webinaire va s'organiser? Je vais vous présenter très rapidement, en quelques minutes, simplement ce qui me paraît important. Je passerai la parole ensuite pour quelques minutes rapides à Valérie Martin et à Eric Trousset. Ensuite, Raphaël nous fera une présentation assez complète, environ 1 heure, peut-être un petit peu moins d'1 heure, une présentation assez complète. Le document est ou va être disponible sur le site de la Fabrique écologique. Enfin, vous pouvez en tout cas le demander, mais enfin, il va être accessible, évidemment. Vous savez que nos règles sont évidemment la transparence absolue de nos travaux, donc il va être accessible s'il ne l'est pas encore. Et ensuite, il y aura une petite vingtaine de minutes consacrées au débat, sachant que nous terminerons impérativement à 15 heures. Voilà, en tout cas, merci à tous de votre présence. Alors, pourquoi est-ce que la Fabrique écologique, nous avons voulu mener cette étude et pourquoi c'est à nos yeux important? On le sait, les liens entre la publicité et la transition écologique sont d'une grande importance, en particulier parce que la publicité façonne nos imaginaires, façonne les valeurs qui imprègnent notre société. Et on le sait aussi, la transition écologique, si on veut réussir, c'est pas simplement une question d'investissement, c'est pas simplement une question de progrès technique, c'est même pas simplement une question d'efficacité énergétique ou de sobriété, c'est aussi une question de valeurs différentes de nos sociétés, de valeurs en particulier de ralentissement, de valeurs d'éviter la surconsommation, de préférer les relations humaines plutôt que la possession des biens. Enfin, il y a une transformation de valeurs extrêmement importante dans le processus de transition écologique et évidemment, la publicité, elle peut contribuer à cette transformation, mais en même temps, elle porte aussi des éléments de développement de la surconsommation qui peuvent être, ou de publicité pour des produits très polluants, qui peuvent être évidemment tout à fait problématiques. Donc ça, c'est la problématique générale sur la publicité et sur la communication, puisque la communication, elle aussi, qu'elle soit en particulier des autorités publiques, mais aussi des entreprises, elle doit, elle aussi, être responsable, puisqu'il est tout à fait important que les processus de communication, quelle que soit leur finalité, d'une certaine façon, aient aussi une logique de responsabilité et de durabilité pour pouvoir, elle aussi, accompagner et même être moteur de la transition écologique. Alors, à partir de ça, ce qui nous a évidemment motivés, surtout compte tenu des caractéristiques qu'est la Fabrique écologique, du fait que nous avions déjà beaucoup travaillé sur ces sujets, c'est d'aller voir ce qui se faisait sur les territoires, et en particulier dans les communes et dans les intercommunalités, qui ont un certain nombre de compétences importantes sur ce sujet de communication et de publicité. D'où l'étude que nous avons proposée à l'ADEME et à la Poste, et merci encore à eux d'avoir accepté ce partenariat qui nous a permis de la mener. Je remercie encore Raphaël parce que c'est une étude, je le dis, totalement inédite que nous sommes en train de publier, puisque je crois que jamais, je ne connais pas de document qui fait comme ça une expertise de la façon dont ces sujets sont traités au niveau territorial. Or, pourquoi c'est important à nos yeux? C'est important à un double titre. D'abord parce qu'on le sait, les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public dans la transition écologique. Et donc, si on ne s'interroge pas sur la communication autour de ces investissements, autour de la façon dont les collectivités locales mettent en œuvre des politiques de mobilité, des politiques de déchets, des politiques d'organisation du territoire, eh bien, évidemment, on rate quelque chose d'important dans la façon dont la transition écologique peut être menée. La deuxième chose évidemment importante, c'est que les collectivités ont un pouvoir propre important sur ce sujet. Elles ont évidemment leur propre communication
sur toute une série de choses qui est importante pour les citoyens. Mais elles ont aussi un pouvoir propre en matière de publicité, ce qui est rarement débattu dans le débat public. On a tendance à penser que les règles de publicité doivent s'appliquer d'en haut. Vous le savez, nous, la Fabrique écologique, nous sommes des farouches partisans de la décentralisation et du fait que la transition écologique doit être une mobilisation de tous les citoyens et de tous les corps intermédiaires. Et on voit bien là que les élus locaux ont une marge de manœuvre finalement assez importante en matière de publicité et de communication. Évidemment, Raphaël va nous en parler. Et il était tout à fait important de voir où en étaient finalement les collectivités dans ce domaine et de montrer, y compris, un certain nombre de bonnes pratiques qui commencent à émerger sur ce sujet, d'où l'intérêt de l'étude de Raphaël, qui à la fois est une étude bibliographique, qui est une étude avec une enquête auprès de toute une série d'intervenants et de responsables, mais qui est aussi, et ça fait partie de son originalité, une enquête de terrain, puisqu'il y a toute une série de monographies qui figurent en annexe et de très nombreux exemples tout à fait intéressants. J'en profite d'ailleurs pour remercier, je ne sais pas si certains sont présents, mais de remercier certains des contacts que Raphaël a pu avoir dans les collectivités, parce que c'est évidemment extrêmement utile dans une enquête comme ça d'avoir une vision assez précise de ce qui peut se faire. Et merci encore du caractère très ouvert des discussions qu'il a pu avoir avec un certain nombre d'entre vous, d'un certain nombre de responsables de collectivités sur ces sujets, ce qui a permis évidemment de rendre tout à fait passionnant cette étude. Je pense par exemple que les annexes de cette étude, vous les verrez, sont absolument passionnantes, en particulier dans les exemples qu'il donne de bonnes pratiques ou de choses intéressantes, voire de problèmes qui se posent quand on met en œuvre une politique cohérente de communication ou de régulation de la publicité au plan territorial. Voilà donc les quelques éléments que je voulais signaler. Et je vais passer la parole à Valérie, peut-être, si elle m'entend, pour qu'elle aussi fasse une petite introduction. Merci beaucoup, Géraud. Merci, bonjour à tout le monde. Et puis merci aussi à Raphaël qui a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois sur cette étude. Comme l'a dit Géraud, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous à l'ADEME, que celui de la communication responsable et de la publicité, pour que véritablement elle puisse se mettre au service de la transition écologique, parce qu'aujourd'hui on constate très clairement que ce sujet de la communication responsable et de la publicité, il est en train de monter au cœur même de l'ensemble des acteurs économiques, mais on le voit aussi de l'ensemble des collectivités territoriales. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de frémir. L'ADEME travaille depuis très longtemps sur ces questions, à peu près une quinzaine d'années. On a publié en octobre de l'année dernière le guide ADEME de la communication responsable, qui est la partie plus opérationnelle, je suis tentée de dire, même si on analyse également les tenants et les aboutissants et l'ensemble des enjeux, donc qui est la partie plus opérationnelle concernant justement la mise en œuvre d'une stratégie de communication responsable intégrant aussi un volet publicité. Mais néanmoins, il nous manquait une grande étude sur la façon dont les collectivités territoriales s'emparent de ces sujets. Et cette étude, ce travail, même si nous avions commencé à défricher, notamment avec Capcom et avec un certain nombre de collectivités territoriales pionnières, un focus autour du rôle, des enjeux de la communication publique et la façon dont elles peuvent accompagner l'enjeu majeur de résilience des territoires, on voyait que il y avait un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient pas encore complètement éclairés. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette étude, c'est que on arrive à comprendre que, en fin de compte, quand on parle de communication responsable, en fait, et de publicité, on parle beaucoup plus que de communication responsable et de publicité. On parle véritablement d'organisation profonde des territoires. On parle de récit de territoire. On parle donc de faire société ensemble. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et on se rend compte encore plus du rôle majeur que les collectivités jouent pour relever ces défis et comment ces questions de communication sont véritablement au cœur même des actions qui sont à mettre en place par les collectivités.
Et donc, c'est la première chose. Donc, cette notion d'importance d'ancrer ça dans un récit de société. Le deuxième point, c'est sur le règlement local de publicité. J'ai trouvé ce travail extrêmement intéressant. Une grande surprise, hein, peut-être pour certains d'entre nous, où le nombre de RLP ou de RLPI ne paraît pas si important que ça, mais Raphaël nous en dira davantage. Et la question qui se pose par rapport à ces RLP, c'est la façon dont justement on a envie de faire le récit de notre monde et en fin de compte, comment on fait pour l'accompagner vers un récit d'une sobriété désirable et d'une résilience plutôt que d'être dans un récit qui prône la surconsommation et le toujours plus. Donc, on voit bien que il y a là aussi, à cet endroit-là, un rôle important des collectivités et une capacité à agir qui est peut-être encore trop souvent méconnue. Donc voilà, pour dire que là-dessus, on le sent bien. La communication responsable, ça dépasse largement les seuls communicants publics. C'est une affaire qui concerne l'ensemble des collectivités, mais également l'ensemble des acteurs socio-économiques présents sur le territoire. Et ça appelle également à un enjeu très fort de formation pour pouvoir réussir à s'emparer de ces sujets. Éric, je crois que c'est à toi. Oui. Alors, rapidement, donc je représente, La Poste. Pourquoi La Poste? C'est porté finalement, et comme associé, je dirais, à la construction de cette étude. Je dirais qu'il y a 2 raisons, majeures. La première, c'est que déjà La Poste est un acteur qui accompagne les collectivités dans la distribution, alors soit La Poste en tant que telle, soit sa filiale Mediapost, en tout cas dans la distribution des lettres ou des magazines des collectivités locales et territoriales. Donc on est vraiment un acteur impliqué dans la distribution des messages. Et puis la deuxième raison, elle fait écho en fait au positionnement de La Poste, qui est une entreprise à mission depuis 2021, et le fait d'être entreprise à mission nous oblige notamment à tenir 4 engagements. Et parmi ces 4 engagements, il y en a 2 qui, vous allez le voir, qui font totalement écho à ces travaux que vous allez voir dans quelques minutes. Le premier engagement, c'est contribuer au développement et à la cohésion des territoires. Et la transition écologique en fait partie. Et le deuxième engagement, c'est œuvrer à l'accélération de la transition écologique pour tous. Donc La Poste en tant que telle mène des initiatives, mais bien évidemment, si on peut accompagner aussi les collectivités, tout ça permettra de démultiplier et d'aller probablement plus vite et du coup de manière plus efficace. Donc tout ça nous a amené effectivement à nous associer dès l'idée du projet que Géraud nous avait présenté, et on est ravis aujourd'hui de la présentation, de cet aboutissement de ce travail, vous allez voir, qui était colossal. Merci. Ah, qu'est-ce qui ça? Donc, je vais commencer. Mais bonjour à tous déjà. Merci de participer à ce webinaire. Je vais diffuser un diaporama. Hop. Alors, hop. Là. Donc, on va parler de publicité, de communication et de transition écologique dans les communes et intercommunalités. Donc, c'était le cadrage de cette étude. Donc, on est parti d'un constat que les crises actuelles, tant sur le plan des changements climatiques, de la biodiversité, des pollutions, de l'extraction des ressources, rendaient absolument nécessaire une transition écologique et solidaire et un changement de modèle de société pour que cette société devienne plus sobre et résiliente. Et
à cette fin, pour rendre cette transition écologique viable, il y a la nécessité d'un passage à l'action de l'ensemble des acteurs, tant les habitants, les associations, les entreprises et les pouvoirs publics. Et dans ce passage à l'action, il est encore marginal. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui agissent, qui mettent en place des initiatives locales ou plus globales, des entreprises qui s'engagent, mais il y a un passage à l'échelle qui est pas encore qui est pas encore fait. Et au niveau des habitants, on se rend compte, enfin des habitants de la population, on se rend compte qu'il y a un décalage de plus en plus important entre les aspirations des Français et les comportements qu'ils peuvent avoir. Alors là, il ne s'agit pas uniquement de limiter la transition écologique à un simple changement de comportement individuel, mais ça fait partie quand même des aspects importants pour réussir à faire parvenir cette transition écologique. Et dans ce décalage, la communication joue un rôle assez fondamental, notamment parce que la communication commerciale, donc la publicité, met en avant des normes et des représentations sociales qui sont encore très de la nécessité des impératifs de transition écologique, notamment à travers la surconsommation, la valorisation de produits qui sont encore polluants avec un fort impact. Donc, on se rend compte que depuis plusieurs années, la question de la publicité est un enjeu de plus en plus débattu dans la société civile. Il y a une inflation de rapports, enfin une quantité de plus en plus importante de rapports, de propositions législatives, également de militantisme qui lutte justement contre cette publicité. Les pouvoirs publics au niveau étatique sont souvent pointés du doigt, mais il s'avère qu'en matière de publicité, les collectivités territoriales ont des compétences donc je développerai les différentes compétences qu'elles ont un peu ultérieurement, mais elles ont les moyens d'agir. Et ce focus collectivité territoriale est assez inédit, ça n'a pas encore été trop étudié dans l'originalité de l'étude. Mais la communication ne se résume pas à la communication commerciale. Il y a aussi la communication publique. Et en la matière, les collectivités font de la communication publique territoriale. Donc, l'avantage de la communication publique territoriale, c'est que elle a vocation à expliquer l'action publique des collectivités qui ont de nombreuses compétences en matière de transition écologique, que ce soit en transport, en tri des déchets. Enfin, il y a une variété de compétences qui sont très importantes pour les questions de transition écologique. Et de plus, la communication territoriale bénéficie d'une proximité avec les habitants, avec tous les acteurs du territoire. Donc, elle revêt une importance stratégique pour accompagner les changements de comportement, pour sensibiliser aux impacts du changement climatique et enfin pour donner à voir ce que pourrait être un territoire sobre et écologique. Et parce que si la communication commerciale a une forte capacité normative, la communication publique territoriale en a tout autant. Donc, elle peut tout à fait véhiculer de nouvelles représentations et normes qui sont beaucoup plus en accord avec les impératifs de transition écologique. Mais la communication territoriale, pour qu'elle ait un impact réel, on va dire, et crédible, qu'elle soit cohérente, il y a un impératif de communication responsable. C'est-à-dire que les collectivités doivent s'engager dans une démarche plus large de communication responsable qui se structure autour de 4 piliers. Donc, je vous les énonce, mais ils seront plus amplement présentés ultérieurement. Donc, c'est une communication qui s'attache au message, au contenu des messages,
qui doivent être responsables, qui favorisent le dialogue et la co-construction avec l'ensemble des acteurs du territoire, et qui portent un intérêt à l'éco-socio-conception des supports de communication, et enfin, qui est dans une recherche d'efficacité maximale, tout en veillant au maintien de l'éthique. Donc ça, c'est les 4 piliers que les collectivités doivent avoir en tête dans leur démarche. Après, sur le plan de la communication commerciale, donc les collectivités, les compétences qu'elles ont, elles sont de 2 sortes essentiellement. Donc tout d'abord, elles ont la capacité de promouvoir les dispositifs Stop Pub, qui sont des autocollants que les personnes posent sur leur boîte aux lettres pour signifier leur refus de recevoir des imprimés publicitaires non adressés. Et donc, les collectivités peuvent mettre ces autocollants à disposition des habitants et faire des campagnes de communication pour justement mettre en avant ce dispositif. Et il y a également, depuis la loi Climat et Résilience, le dispositif WePub, qui est en expérimentation dans quelques territoires, 13 ou 14, je ne sais plus exactement, mais et qui consiste à… C'est un système inverse, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent recevoir ce type d'imprimé publicitaire non adressé installent cet autocollant sur leur boîte aux lettres. Donc, c'est une expérimentation. Les premiers rapports sur l'expérimentation sont sortis récemment, publiés par l'ADEME, qui permettent de montrer un peu comment évolue ce dispositif. Et en deuxième levier, c'est l'élaboration d'un règlement local de publicité à l'échelle communale ou intercommunale, qui permet aux collectivités territoriales d'élaborer des règles plus strictes que la réglementation nationale, et parfois, sur certains points, de contourner. Excuse-moi, Raphaël, je t'interromps une seconde parce que le PowerPoint ne défile pas. Je ne sais pas si vous avez. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Oui, on est. D'accord, très bien. Ok, très bien. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, elles peuvent élaborer ces règlements locaux, sauf qu'on se rend compte que les chiffres sont faibles, parce qu'en 2021, c'est les chiffres les plus récents, il y avait 176 règlements locaux intercommunaux et 1282 règlements locaux à l'échelle communale. Donc, après, il faut nuancer ces chiffres dans la mesure où la majorité des métropoles, communautés urbaines, les plus grosses intercommunalités, les plus peuplées, ont un règlement local de publicité intercommunale, ce qui signifie qu'une part très importante, une part importante de la population française vit dans un territoire qui est soumis à un règlement local de publicité. Mais on voit bien quand même que la marge de progression est encore là très importante. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'identifier, de faire un peu un état des lieux des actions mises en œuvre dans les collectivités territoriales sur ces 2 aspects, des difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, des bonnes pratiques et, in fine, de mettre en avant les leviers dont disposent ces collectivités pour mettre communication commerciale, soit publicité, et communication territoriale au service de la transition écologique. Donc, on a décidé de structurer ce rapport en 3 parties. La première partie qui correspond à la mise en récit d'un territoire en transition. La deuxième partie qui s'attache à la communication territoriale responsable. Et la troisième partie qui s'attache à la réglementation de la publicité. Donc, en méthodologie, l'étude a commencé par la constitution de questionnaires qui ont été diffusés assez largement aux collectivités territoriales, notamment grâce à nos partenaires qu'on remercie. C'était des questionnaires assez courts qui permettent, avec des réponses, des questions fermées essentiellement, qui devaient permettre de faire un état des lieux assez général de ce que faisaient les collectivités en la matière, avec une partie sur la communication et une partie sur la publicité.
c'est avéré que le nombre de réponses est finalement faible. L'analyse des résultats n'a pas vocation du tout à être représentatif et dans le cadre de l'étude, ça a plus titre indicatif, on va dire. Mais ça signifie quand même, selon nous, que ces deux sujets sont pas encore très porteurs au sein des collectivités territoriales. Il y a encore du travail là-dessus. C'est peut-être que les collectivités ont encore du mal à lier ou à voir les liens entre la communication commerciale et la communication publique dans un projet plus large de transition. Donc, c'est encore peut-être trop segmenté. Et donc après, il y a aussi eu un important travail de revue de la littérature et puis de revue de la réglementation en place. Et 8 monographies. Donc, je remercie les 8 collectivités qui nous ont reçus. Donc, il y a Grenoble, où on a traité de la communication et de la publicité. Il y a Rennes, où on a traité de la communication. Angers, communication et publicité. La Rochelle, communication. Oudan, communication. Mordel, publicité. Et Paris, publicité, alors plus spécifiquement l'affichage sauvage. Pas tellement la réglementation locale de publicité, mais l'affichage sauvage, qui est une problématique très présente sur ce territoire. Ça fait un total de plus de 40 personnes qui ont été auditionnées. À cela s'ajoutent toutes les associations que nous avons reçues. Pareil, je les remercie s'ils sont présents, si les personnes sont présentes, ainsi que des spécialistes, sociologues, juristes, qui nous ont permis de décrypter et d'aller un peu plus en profondeur sur ces thématiques. Donc, pour la partie 1, la mise en récit d'un territoire en transition. Pour nous, la mise en récit, enfin le récit, est une question très importante pour la transition écologique parce que à l'heure actuelle, il y a un récit dominant autour de la consommation, du développement économique infini, d'un modèle linéaire et qui est pas propice à la transition écologique. Et on a un déficit de récits alternatifs qui sont porteurs de nouvelles normes et représentations. On se rend compte qu'en fait, il existe des récits alternatifs, mais qui sont encore à une échelle très locale et qui ont du mal à grossir, à essaimer, à occuper l'espace public et donc à avoir un fort impact. Mais ces récits ils sont essentiels, ils doivent nous permettre d'imaginer des manières de vivre de renouveler nos rapports au territoire, à la nature, ils doivent se baser sur des faits concrets, sur la situation, mais également avoir une part d'utopie pour faire émerger de nouvelles idées. Ils doivent, in fine, rendre la transition écologique désirable pour susciter l'engagement de tout un chacun. Alors, sur la question du récit positif ou du récit négatif, pas négatif, mais on va dire avec une nécessité, un impératif moins fort de récit positif, il y a débat. C'est assez intéressant. Selon ça, la grande majorité des personnes considèrent que le récit doit néanmoins être positif pour mobiliser, pour être vecteur d'engagement. D'autres considèrent que les émotions comme la peur ou la colère peuvent être tout aussi engageants, il n'y a pas un impératif au côté positif et désirable pour susciter le passage à l'action et potentiellement un passage à l'échelle qu'on souhaite. Donc, il y a des débats à ce sujet-là. Alors après, à l'échelle des territoires, il y a les collectivités doivent faire un travail de mise en récit de la transition, de leur transition, récit pluriel parce qu'il n'y a pas un seul récit. Pareil, transitions, elles sont multiples, elles peuvent être de différentes formes, même si il y a une trajectoire globale de transition écologique
des territoires. Pour ce faire, la mise en récit peut s'appuyer, enfin les collectivités territoriales peuvent s'appuyer notamment sur une méthodologie mise en place par le CERD, qui est un peu la référence et pionnière en la matière. Donc, le CERD, il établit 5 paramètres essentiels à prendre en considération. C'est la mise en trajectoire d'un projet, la mise en mouvement des parties prenantes et de l'ensemble des parties prenantes, donc tous les acteurs du territoire. L'élaboration d'une communication sincère sur la démarche. Il ne s'agit pas de parler uniquement des aspects positifs et d'évacuer les potentiels obstacles rencontrés. Une évaluation de cette démarche et l'établissement d'un management coopératif avec les parties prenantes. La démarche de mise en récit, c'est une démarche qui est sur le long cours. Il n'y a pas une finalité en soi, ça s'établit sur le temps long. Ça nécessite donc une certaine organisation pour entretenir cette mise en récit. Après, afin que l'ensemble des parties prenantes, que l'ensemble des acteurs du territoire puissent y participer, ça nécessite également de diversifier les structures en place qui permettent cette implication. Par exemple, les personnes qui sont éloignées de l'action publique, mais il va falloir aller à leur rencontre pour essayer de les faire venir de les impliquer dans cette démarche. Il faut aussi que l'implication des personnes puisse se faire à tout moment. Donc, ça nécessite aussi un travail sur ces aspects-là. Et puis, cette mise en récit, elle peut prendre différentes formes. Elle peut être mise en avant lors d'événements, lors d'expositions, de création iconographique, de textes, de rédaction. Il y a diversité de moyens elle a différentes manières de se matérialiser. Et au contraire, plus ces manières sont variées, plus les chances de mobiliser un maximum de personnes sont importantes. Bon. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la mise en récit, c'est pas du storytelling. Le storytelling, ça serait une démarche très verticale où une collectivité communiquerait sur une action, sur l'action sur une trajectoire qu'elle aurait déterminée de manière très unilatérale, très verticale. La mise en récit, c'est une co-construction continue. Ça se fait à plusieurs voies, c'est misé sur l'intelligence collective de tous les acteurs. Donc, on n'est pas sur une dimension marketing de raconter une histoire édulcorée voilà. Donc, il s'avère que plusieurs collectivités se sont engagées dans de telles démarches. Nous, on a identifié Nantes Métropole et la commune de Malonnet. Il y en a d'autres. Elles sont encore faibles, trop faibles selon nous. C'est une démarche qui doit vraiment passer à l'échelle là aussi. Mais l'exemple de Malonnet comme de Nantes Métropole nous prouve que c'est une démarche qui peut se faire à n'importe quel échelon et selon n'importe quelle typographie de territoire. Malonnet, c'est une petite collectivité périurbaine qui est engagée dans une démarche globale de transition depuis 2005. Ça s'est notamment accentué dans la démarche de mise en récit, s'est notamment accentuée depuis le milieu des années 2000. 2015-2016, autour de ces années-là, notamment parce qu'ils faisaient le constat que leurs actions, leur politique publique en matière de transition était très ambitieuse, mais n'embarquait pas forcément tout le monde. Donc, ils ont créé un service communication avec une mission de mise en récit. Et donc, la chargée de communication a mis en place différentes méthodes pour justement mettre en place cette mise en récit et susciter
la mobilisation des habitants, des entreprises, des associations. Et eux, par exemple, identifiaient très clairement que pour l'action publique, lors des consultations assez classiques, des réunions publiques, des choses comme ça qui sont très normées, c'était toujours un peu les mêmes habitants qui intervenaient, des habitants qui étaient proches de l'action publique, et il y avait vraiment une difficulté à aller chercher d'autres personnes. Et donc du coup, le service com et le service participation citoyenne ont vraiment travaillé pour aller chercher les gens là où ils étaient. C'est-à-dire, par exemple, il y a un travail de récit qui a été fait, enfin de réflexion sur l'avenir de Maloney qui a été fait lors de la fête du village, où ils sont allés chercher du coup les habitants qui étaient présents sur place. Pour Nantes Métropole, le travail de mise en récit s'est établi depuis un certain temps, plus récemment, mais il y a un déclic l'année dernière avec la création d'une cellule récit qui a pour but du coup de créer une cohérence et de mettre tout le monde autour de la table pour déterminer ce que sera Nantes à échelle 2030-2050. Donc là, il y a différents moyens qui ont été utilisés. À l'heure actuelle, ils font une convention pour déterminer avec les habitants et les urbanistes ce que sera, de quoi s'agira-t-il enfin, comment on vivra à Nantes en 2030, comment on se nourrira, enfin, plein de points comme ça où ils font travailler les habitants et des techniciens à déterminer un peu l'avenir du territoire, on va dire. Donc, c'est un peu les deux collectivités, voilà, quand on a détaillé pour montrer. Après, dans les collectivités qu'on a rencontrées, il y a des démarches qui sont assez analogues, peut-être moins formalisées, mais la question du récit est tout aussi importante. Il y a notamment Rennes et Grenoble sur le plan de la communication où il y a une vraie démarche globale autour de cette transition écologique et sociale du territoire. Et d'une certaine recherche de cohérence dans l'ensemble de la démarche qui est mise en œuvre. Donc, voilà pour la partie récit. Je m'excuse, j'avais oublié de changer la slide. À présent, on va parler de la communication publique territoriale. Donc, nous, on a commencé d'abord par identifier les principaux les fondamentaux de la communication publique territoriale depuis son émergence. Donc, on va dire qu'elle a commencé à prendre de l'ampleur et à se professionnaliser avec les différentes phases de décentralisation où les collectivités territoriales ont gagné en compétences et où les élus ont dû du coup rendre des comptes aux citoyens sur l'action publique et puis la gestion des fonds, enfin des ressources financières. Donc, il y a eu un développement petit à petit des services com et un effet de professionnalisation. Donc, les principaux, on va dire les 4 piliers qu'on a identifiés, c'est donc informer de l'action publique, asseoir l'identité du territoire, notamment parce que, par exemple, quand les collectivités ont été créées, il a fallu leur donner une certaine cohérence, une certaine, enfin, qu'elles représentent quelque chose pour la population, aux yeux de la population. Donc, fallait les rendre, comment dire, perceptibles, les matérialiser. Donc, les communicants ont travaillé, les services communication ont travaillé là-dessus, pas que, hein, mais il y a eu vraiment un travail là-dessus. Après, il y a eu un enjeu de faire rayonner. C'est un peu la naissance de la mise en compétition des territoires et du marketing territorial. Donc, il y a eu une effusion de marques territoriales pour attirer aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Notamment, par exemple, la majorité des grosses métropoles françaises avaient des slogans qui étaient souvent d'ailleurs en anglais. Donc, on voit le caractère international aussi de la démarche.
Je rentre pas dans les détails des problématiques liées à ça, mais très clairement, le marketing territorial a longtemps véhiculé une image stéréotypée du territoire avec une forme de distinction entre population souhaitée et population non désirée, en quelque sorte. Par exemple, en voulant attirer des touristes, des étudiants, des jeunes cadres, des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment une fracture et puis les messages véhiculés étaient pas forcément ne représentait pas forcément le territoire tel qu'il était. Par exemple, une collectivité, une métropole d'équilibre, enfin pas d'équilibre, c'est-à-dire autre que Paris, pouvait chercher à attirer les Parisiens en mettant en avant le caractère, la qualité de vie, notamment par rapport aux espaces verts, en jouant sur une iconographie qui parfois était complètement euh, déconnecté de la réalité du territoire. Donc, il y a eu, enfin, il y a quelques problèmes, il y a eu pendant longtemps quelques problèmes avec le marketing territorial. Et puis enfin, atteindre les habitants, tous les habitants, le maximum. Et donc, ça a conduit aussi à une multiplicité des supports, notamment avec l'essor des TIC, donc Internet, les sites web, les médias sociaux. Il y a eu une inflation des différents supports utilisés. Voilà. Donc là, maintenant, je vais m'attacher à... Non, attendez. À parler de la transformation de cette communication publique territoriale pour la mettre dans une démarche de communication responsable. Donc, le premier levier que l'ADEME a identifié, alors là, je précise que le guide de la communication responsable de l'ADEME est absolument fondamental sur ces enjeux-là, sur ces 4 piliers. C'est très détaillé, c'est vraiment un outil crucial pour les collectivités territoriales. Nous, on s'est attaché à identifier les les principales actions à mettre en œuvre, mais et à mettre en avant les démarches des collectivités rencontrées dans leur innovation, les pratiques qu'elles ont mis en place. Mais effectivement, enfin pour davantage de détails et de précision, je recommande vivement le guide de la communication responsable. Donc, pour la mise en avant des messages responsables, on s'est rendu compte que il y avait une nécessité de formation et de sensibilisation de l'ensemble des agents et des élus, parce que les services communication ne pourront pas porter à eux seuls la transition écologique et la cohérence dans une mise en récit. Enfin, ces aspects de communication responsable sont globaux et donc doivent mobiliser l'ensemble des acteurs. D'où la nécessité de former tout le monde. Alors, les formations sont variées. Nous, ce qu'on a identifié, c'est que la formation à la fresque du climat ou à l'atelier d'automne était généralement faite, mise en avant par les collectivités. Certaines ont aussi formé à la fresque de la biodiversité, ce qui nous paraît très important parce qu'en fait, la crise actuelle ne se résume pas uniquement au changement climatique. Donc, c'est bien d'avoir une formation sur la diversité des enjeux et parce qu'en plus, ils sont systémiques. Donc, il y a des liens partout qu'il faut pouvoir avoir en tête. Et puis, les services communication ont également, pour certains, mis en place des formations à la communication responsable. C'est quelque chose qui émerge avec des modules métiers. Donc là, par exemple, j'ai en tête la collectivité d'Angers, où il y a une formation, il y a 8 modules différents, et du coup, il y a des modules qui sont très généraux, qui forment aux impacts, aux enjeux, aux conséquences
de manière générale, et puis spécifiques, par exemple, au métier à la vidéo, aux questions éditoriales, au ton employé dans l'écrit, par exemple. Donc, c'est vraiment des formations plus thématiques, plus spécifiques à chaque métier. Donc ça nous paraît vraiment très important. Ensuite, il y a une réflexion à avoir sur la manière de construire les messages. Donc, on se rend compte en 2022, par exemple, 51% des Français indiquaient se sentir mal informés par leur collectivité territoriale. Donc, collectivité territoriale, dans cette étude, c'était communes, intercommunalités, départements et régions. Et ils se sentaient mal informés sur les conséquences à terme pour eux du dérèglement climatique. Donc, il faut souligner tout de même qu'en 2018, ce pourcentage était à 65%, donc on va vers du mieux. Mais il y a encore une marge de progression qui est assez importante. Ce qui nous paraît important de mettre en avant, c'est qu'il faut mobiliser les différents savoirs, sociologie, sciences sociales, pour véhiculer au mieux des messages. Ensuite, il y a la question de la vulgarisation, parce que les sujets de transition écologique sont souvent complexes. Par exemple, au niveau des collectivités territoriales, il va pouvoir s'agir des PCAET, des PLU. Enfin, il y a différents documents très techniques qui peuvent être très techniques, et donc les communicants, la communication publique, les services de communication vont devoir s'attacher à rendre à mettre en avant des informations qui sont véridiques, c'est-à-dire, il s'agit pas de simplifier à outrance, mais il s'agit de vulgariser suffisamment, parce que trop de technicité va avoir tendance à être excluant. Donc, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse, enfin, que cette communication soit abordable pour tout le monde. Donc, il y a un équilibre à trouver dans ce travail, dans cette manière de communiquer. Après, donc il y a aussi un enjeu de créer du sens autour de l'action locale de manière plus structurelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas justement de plans de manière très distincte, mais que l'ensemble de l'action publique s'inscrit dans justement ce projet de territoire de transition écologique. Donc là, de nouveau, l'importance de la mise en récit qui va aider à cette structuration également. Et pour les enjeux de sensibilisation, qui sont quand même très importants aussi, par exemple, sensibilisation aux éco-gestes, au tri. Les collectivités nous ont dit, et puis il nous semble effectivement que cette démarche est viable, qu'il fallait aller vers de l'horizontal, pas une communication descendante. Donc, c'était mettre en avant les actions, faire parler les habitants, les citoyens, montrer comment ils agissaient, pour mettre en avant, c'est ça leur démarche, montrer que c'est pas forcément compliqué, dans le sens où on a tendance à des moments à avoir assez rapidement cette idée d'écologie punitive. Or, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place et qui sont porteuses de sens et qui sont pas forcément une contrainte. Et après, les collectivités nous disaient qu'il s'agissait aussi de montrer que c'était les habitants qui étaient mis en avant n'étaient pas parfaits dans leur démarche, mais qu'ils étaient dans une recherche constante d'amélioration, et que du coup ça pouvait être porteur pour les autres personnes de la collectivité. Donc et là, il y a un écueil à éviter, c'est la surresponsabilisation des individus qui pourrait avoir des effets inverses. C'est-à-dire faut pas aller non plus dans des injonctions perpétuelles à agir de telle manière. C'est réussir là aussi, une fois encore, à trouver un équilibre. D'où cette importance de, par exemple, montrer cette potentielle minorité agissante d'habitants, les mettre en valeur et montrer que effectivement des actions peuvent être mises en place. Et ensuite,
on a identifié qu'en matière de marketing territorial, il y avait des évolutions, encore trop peu nombreuses, mais qu'il y avait une démarche qui s'était enclenchée, notamment parce que des collectivités se sont rendues compte elles subissaient des effets très négatifs liés, par exemple, à la surfréquentation, qui sont porteurs de plein d'impacts, par exemple dégradation des écosystèmes, euh, par exemple artificialisation des sols parce que va falloir gérer tous ces flux et donc potentiellement créer des parkings pour réussir à gérer toute cette arrivée. Euh, il y a, enfin, dans cette démarche de marketing alternatif, il y a une variété de dispositifs qui ont été mis en place. Parfois, certains parlent de démarketing territorial. Ce terme ne fait pas consensus, mais, grosso modo, il s'agit par exemple, les Calanques de Marseille ont mis en place euh, des quotas, une jauge pour le nombre de visiteurs sur une des calanques en particulier. Et puis, dans la manière de communiquer, les messages et les photos, par exemple, qui ont été mises en avant, sont davantage représentatifs de la réalité, c'est-à-dire qui montraient des plages, des calanques qui étaient surfréquentées avec énormément de personnes présentes euh, et mettant en avant, par exemple, que l'eau était froide. C'est des exemples très 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 simples, mais donc il y a des évolutions. La question, c'est que enfin, nous, ce qui nous paraît important, c'est que le marketing doit être le marketing territorial doit être au service d'une action publique de transition. Donc, que par exemple, la distinction qui est faite entre population désirable et population non désirée, et par exemple, cette distinction, elle soit déplacée, mais du côté des entreprises, par exemple, entre, par exemple, un territoire qui mettrait en avant des entreprises avec une démarche environnementale euh, beaucoup plus poussée, beaucoup plus bénéfique, mais par exemple que le marketing aille en leur direction et que en revanche, ils mettent en avant le fait que ce territoire ne souhaite pas d'entreprises polluantes aux forts impacts. Donc, c'est quelques exemples. Alors, ensuite, en matière de dialogue et de co-construction, donc, sur ce point, les collectivités ont mis en place différents leviers, ont utilisé différents leviers. Donc, il y a les focus group qui ont été mis en place, par exemple, à Grenoble pour reconstruire le magazine municipal. Ça a permis notamment, par exemple, d'identifier le fait que les habitants souhaitaient un magazine qui était publié, mais pas trop régulièrement, des choses comme ça. Que les habitants voulaient, enfin que le magazine devait mettre en avant davantage justement des acteurs du territoire, donner la parole à travers des interviews, des témoignages ou des choses comme ça. Après, il y a des ateliers de co-construction et les consultations citoyennes. Ateliers de co-construction, par exemple, j'ai en tête, ou de participation, j'ai en tête Rennes, lorsque la collectivité a reconstruit, remodulé son site internet pour aller vers un site 100% serviciel. Elle a utilisé une démarche UX. C'est un peu, grosso modo, ça veut dire que on se base sur les besoins de l'utilisateur final pour aller au juste essentiel et puis du coup enlever par exemple tout ce qui va être superflu et vraiment faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus agréable, la plus intuitive, euh, la plus éthique aussi, parce que une expérience, se baser sur l'expérience utilisateur, du point de vue utilisateur, euh, c'est 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 également aller vers du plus simple et donc
parce qu'on oublie, on a tendance à oublier, par exemple pour la question du numérique, que l'électronisme est quand même un phénomène assez important dans la population française. Donc c'est en termes d'éthique et d'accessibilité, c'est des choses à avoir en tête. Bon après ça sera davantage détaillé, pardon, dans la partie éco-socio-construction. Mais du coup, j'en étais là. La collectivité, oui, Rennes, a travaillé avec des habitants sur justement quel serait, selon eux, le site, la meilleure construction du site pour selon eux, comment ils voyaient le site, quelle architecture il faudrait mettre en place, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des exemples. Il y a aussi de la médiation. Enfin, il y a différents outils que les collectivités peuvent utiliser pour aller vers davantage de co-construction. Cette co-construction, elle doit pas uniquement, ou ce dialogue doit pas uniquement se faire avec les habitants. Il y a aussi mobiliser les entreprises et les acteurs associatifs, notamment parce que tout simplement, les associations peuvent être de très bons relais de la communication publique territoriale. Par exemple, la mise en place d'une communication autour des mobilités douces du vélo. Les associations vélo pourront être porteuses de bons conseils sur la meilleure manière de communiquer ou d'être de très bons relais sur ces campagnes de communication. Donc, c'est pas se fermer des portes là-dessus. Et puis parce que, par exemple, euh, à La Rochelle, lors de la création, du carnaval qu'ils organisent, le service événementiel travaille par exemple avec les différents acteurs du territoire, notamment pour déterminer la meilleure méthode dans une démarche de transition d'éco-événement. Donc il y a vraiment une horizontalité qui se met en place, ça crée aussi des liens, ça fédère les acteurs et c'est propice à une plus grosse mise en mouvement et à ce que les bonnes pratiques se diffusent. Donc voilà les principaux points qu'on avait identifiés. Donc l'éco-socio-conception des outils de communication. Donc elle est impérative parce que tout outil de communication a un impact, a des impacts environnementaux dont le degré est variable selon le type d'outil. Donc, il s'agit de déterminer déjà en premier lieu quelles sont les nécessités réelles, quels sont les objectifs à travers une campagne de com pour déterminer par la suite quel va être l'outil, le vecteur de communication le plus adapté. Et puis ensuite, donc, il faut penser à l'éco-conception aussi bien des projets éditoriaux, des événements et des projets digitaux. Donc, cette éco-conception, elle passe aussi notamment dans la commande publique, dans les marchés publics, dans l'élaboration de certaines, enfin dans la manière de rédiger les marchés pour déterminer les souhaits de la collectivité en la matière. On se rend compte qu'en plus, à travers ça, se crée peut y avoir une émulation qui est assez intéressante. Par exemple, lorsque une collectivité travaille avec un imprimeur labellisé et que les interactions sont bonnes et fluides, en fait, l'imprimeur va lui aussi pouvoir être vecteur de progrès en éco-conception avec des nouvelles méthodes et pouvoir en informer la collectivité. Enfin, il peut y avoir une émulation comme ça pour aller vers du mieux. Mais en fait, c'est vraiment dans l'ensemble avoir une démarche de bout en bout sur tous les différents leviers à actionner au niveau de
de l'éco-responsabilité, de l'éco-conception. Alors, ensuite, dernier point. Excuse-moi Raphaël, mais il va falloir que tu accélères beaucoup parce que là, il te reste 25 minutes et on voudrait quand même qu'on prenne quelques questions. D'accord. Donc, je voudrais que tu accélères. Merci beaucoup. Très bien. Alors, sur l'efficacité, en 2 mots, il faut une efficacité maximale parce que une communication responsable doit rester efficace. Néanmoins, il y a un problème avec les indicateurs qui permettent d'évaluer les campagnes de communication. Ils sont manquants dans le sens où il est compliqué. Il faut des indicateurs qualitatifs et pas uniquement quantitatifs. Par exemple, les indicateurs marketing vont être assez réducteurs. Et puis, ça peut avoir une notion inscrire la démarche dans une logique de productivité, de toujours plus. Tandis que l'objectif, c'est quand même d'aller vers du moins mais mieux, dans une démarche de sobriété aussi. Donc, sur ce point-là, les collectivités ont un peu des difficultés à mettre en place ce type d'indicateur ou ce type de calcul d'efficacité. Donc, c'est vraiment parmi les points les plus compliqués. À présent, on va parler des leviers territoriaux d'une réglementation de la publicité. Donc, pourquoi réglementer la publicité? Tout d'abord parce que elle est source de pollution lumineuse. Elle consomme de l'énergie et des ressources, notamment par exemple sur le mobilier dans l'espace public numérique. Ça va être consommateur d'une quantité assez importante d'énergie et de ressources pour créer ces écrans. C'en est qu'un exemple. Après, elle véhicule toujours un imaginaire de la consommation heureuse qui est peu propice à des changements de comportement et à de nouvelles normes et représentations sociales, comme j'ai pu l'évoquer ultérieurement. Elle a des impacts socio-économiques, notamment parce que, par exemple, la société de consommation qu'elle promeut, des personnes peuvent s'endetter pour réussir à consommer et à atteindre certaines normes qui ont été établies. Donc, les crédits à la consommation sont tant d'exemples qui peuvent être actionnés en raison en partie de la publicité. Et puis, par exemple, la promotion pour les jeux d'argent. On a identifié notamment que ce type de publicité pouvait être visé particulièrement les jeunes dans des quartiers politiques de la ville. Donc, c'est quand même assez problématique. Au niveau de la santé publique, par exemple, les publicités pour fast-food, voilà, sont très importantes. Par exemple, je crois que hop, euh, McDonald's, c'était le 8e plus gros annonceur publicitaire français en 2022, par exemple. Et on constate en même temps que en France, il y a actuellement la France est confrontée à une épidémie d'obésité infantile. Donc, les liens de causalité sont peut-être pas directs, hein, je dis pas ça, mais ça contribue quand même à pousser à ce type d'alimentation qui n'est pas saine. Et puis, ça soulève aussi des questions d'éthique parce que, par exemple, la publicité va en direction des enfants qui n'ont pas forcément qui sont pas encore aptes à faire la distinction entre publicité et réel, imaginaire et réel. Et puis parce que c'est aussi une phase où l'enfant peut être euh, faire des injonctions au niveau des parents, volonté d'avoir le dernier objet à la mode ou des choses comme ça. Et du coup, ça va pousser à la consommation et ancrer un peu dans ce schéma de la surconsommation. C'est que des exemples rapides, mais il y en a bien d'autres. Le premier levier des collectivités territoriales, c'est le stop pub. Elles peuvent le promouvoir. Il y a plein de campagnes qui ont été mises, par exemple, l'ADEME a mis en place un guide, un guide à destination des collectivités pour justement augmenter ces campagnes et leurs performances. La marge de progression est encore grande parce que en 2021, le taux d'apposition était de 17%, alors que le potentiel est estimé à 30% environ. Donc, elles peuvent encore progresser en la matière. Sur le WePub, je reviens pas, mais effectivement, du coup, il y a une expérimentation en cours.
Et le deuxième levier d'action, c'est l'encadrement de la publicité extérieure. Donc, par encadrement de la publicité, ça concerne la publicité, les enseignes, les préenseignes. Il y a une réglementation nationale qui existe, mais les collectivités peuvent se saisir de leurs compétences pour mettre en place des règlements locaux de publicité à l'échelle communale ou intercommunale, qui instaurent des règles plus strictes, mais qui peuvent assouplir aussi certaines interdictions. Par exemple, il est possible de remettre de la publicité hors agglomération alors qu'elle est interdite normalement dans la réglementation nationale de la publicité. Il est possible d'en mettre à proximité des zones commerciales. Selon certains critères, validation d'autres personnes et tout ça, mais il y a une possibilité de mettre ça en place. La réglementation cette réglementation est ancienne, mais elle a beaucoup évolué, notamment en 2010 avec le Grenelle 2 de l'environnement, la loi Grenelle 2, qui a renouvelé un peu les règles en la matière. Les objectifs mis en avant par l'État, c'est préservation des paysages, préservation du cadre de vie et développement économique des territoires. Donc, c'est essayer de trouver un équilibre entre ces trois piliers. Ce que le règlement local de publicité offre aux collectivités, c'est de reconquérir les entrées de ville, instaurer des prescriptions applicables aux anciennes situées hors agglomération. Elles peuvent réduire la densité des publicités, agir sur la superficie, la dimension de l'affichage publicitaire. Elles peuvent interdire les scellés au sol. Les scellés au sol, c'est des dispositifs scellés vraiment au sol. Ça porte bien son nom. Elles peuvent donc établir des zones, par exemple, où la publicité est interdite et d'autres où elle est davantage autorisée. Donc, il y a vraiment une diversité de leviers qu'elles peuvent actionner pour réguler davantage la présence de la publicité sur l'espace public. Voilà d'autres exemples, je passe un peu rapidement. La loi climat et résilience a offert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, notamment en matière de dispositifs publicitaires ou enseignes situés à l'intérieur des vitrines des locaux, des commerces, mais en direction de l'espace public. C'est-à-dire que c'est des dispositifs qui sont collés aux vitres et qui sont visibles uniquement depuis l'extérieur. Donc ça ne rentrait pas dans le code de l'environnement, dans la réglementation de la publicité, et la loi climat et résilience permet à présent, par le biais de l'élaboration d'un règlement local de publicité, permet aux collectivités de réglementer la superficie de l'affichage, la luminance, la consommation énergétique et la densité, leur nombre. Et aussi, il y a la décentralisation de la compétence de police. À l'heure actuelle, la compétence de police est donnée aux communes qui, lorsqu'elles ont un règlement local de publicité, c'est le maire qui a cette compétence, et sinon, c'est le préfet départemental. Avec la loi climat et résilience, normalement, parce qu'il n'y a pas encore eu les décrets d'application, cette compétence, le préfet n'aura plus la compétence de police. Ça sera les maires ou les présidents des intercommunalités. Les constats sur la manière dont les collectivités territoriales se saisissent de ces règlements locaux de publicité, on a identifié quelques problématiques. Déjà, le cadre réglementaire est assez mal connu. Lorsqu'elles élaborent un règlement local, elles font souvent appel à leur service urbanisme et sollicitent des cabinets de conseil, enfin des cabinets spécialisés, des bureaux d'études. Ça, c'est pas problématique en soi selon nous, mais ce qui est problématique, c'est que ça donne un caractère très technique à la réglementation de la publicité, alors que c'est un enjeu fondamentalement politique selon nous. En témoignent les propositions de loi climat et résilience, les différents baromètres de l'ADEME par exemple, qui prouvent que les Français, enfin qui mettent en avant, qui illustrent le fait que les Français veulent une réglementation plus stricte de la publicité, qu'ils en ont que celle-ci les pousse trop à consommer. Les différents rapports pour une loi E20 de la publicité par exemple. Donc ça montre que c'est un enjeu sociétal et que ça peut pas se résumer uniquement à des normes techniques. Donc ça, c'est une des problématiques. L'autre, c'est la concertation et la mobilisation citoyenne dans la définition de la publicité dans l'espace public. On se rend compte que
la concertation, elle est actée par la loi selon elle s'élabore, elle suit le cadre de l'élaboration d'un PLU ou PLUI, plan local d'urbanisme. Donc des réunions publiques et puis une enquête publique. Et on se rend compte que lors de ces événements, c'est essentiellement les associations militantes qui sont présentes et les professionnels de l'affichage, et que les collectivités ont énormément de mal à faire en sorte que les citoyens se mobilisent de la question et co-construisent vraiment, co-définissent la place de la publicité dans l'espace public. Nantes a fait quelque chose d'assez intéressant sur ce plan. En amont de l'élaboration de sa réglementation, elle a élaboré un groupe de travail avec des citoyens pour justement qui se rencontrent à plusieurs reprises, qui rencontrent des professionnels, des spécialistes, et qui déterminent justement un peu cette place, et que leurs rapports nourrissent les choix des élus. Donc, on pense que ça serait effectivement propice, vraiment bénéfique d'expérimenter, d'essayer de sortir un peu enfin, de mettre en place d'autres leviers un peu plus innovants pour essayer de mobiliser, parce que c'est une question qui reste quand même assez fondamentale. Donc, voilà les principaux points qu'on a identifiés qui sont un petit peu problématiques. Après, hop. Il y a des défaillances dans la réglementation. Les collectivités, ça pour le coup, n'y peuvent pas grand-chose. Nous, les points qu'on a identifiés, c'est tout d'abord, il y a des incertitudes juridiques. Par exemple, sur l'interdiction générale et absolue d'un type de dispositif sur l'ensemble d'un territoire, il y a débat. Je prends le cas de Lyon. Donc, dans leur réglementation, le RLPI qui est arrêté mais qui n'a pas encore été voté, la collectivité, la métropole souhaite interdire tout dispositif numérique sur l'espace public. C'est-à-dire que à l'intérieur des vitrines, elle ne l'interdit pas, mais sur l'espace public, elle interdit. Ce qui est critiqué par certains parce que cette interdiction générale et absolue ne serait pas légale en raison du droit de la publicité, d'autres fondamentaux comme ça, juridiques, on va dire, de droit et liberté. Or, le règlement local de Paris interdit ce type de dispositif numérique, publicité numérique, sur l'ensemble du territoire. Son règlement date de 2012, et la jurisprudence n'a pas invalidé cette règle mise en place par Paris. Donc, il y a une forme d'incertitude là-dessus. On ne peut pas savoir vraiment de manière déterminée si c'est légal ou pas. En matière de levier juridique, de levier réglementaire, il y a des choses qui sont un peu problématiques. Par exemple, les collectivités sont censées pouvoir réglementer la luminance, sauf que le décret d'application n'a jamais été publié, et elles n'ont aucun moyen concrètement sur le terrain de vérifier, de contrôler cette luminance. Donc, il y a des moments, ça crée un peu des problèmes entre possibilités et faits concrets sur le terrain. La décentralisation, alors ça, c'est un sujet où on n'a pas c'est ce qui nous est remonté, c'est un peu des incertitudes. Par exemple, pour Paris, qui est confronté à l'affichage sauvage de manière assez massive, la décentralisation est une bonne chose. La collectivité ne considère pas elle ne considère pas que ça soit suffisant, mais étant donné le vide juridique pour l'affichage sauvage, quand je dis vide juridique, c'est que les compétences offertes aux collectivités en matière de sanctions sont inefficaces contre l'affichage sauvage, parce que l'affichage sauvage, c'est un enjeu de rapidité d'action et de force de sanctions qui sont dissuasives, parce qu'au final, ça reste des grandes multinationales qui pratiquent, qui utilisent ce genre de pratiques, et donc sans impact financier, il y a peu de chances de réussir à endiguer cette problématique. Mais avec la décentralisation, la collectivité pourra infliger des sanctions administratives aux
aux boîtes aux boîtes, aux entreprises qui pratiquent ce genre qui font de l'affichage sauvage. Donc là, il y a un vrai effet positif de la décentralisation. En revanche, pour les collectivités plus rurales ou plus petites, là, c'est plus problématique. Enfin, problématique, potentiellement. Il y a un risque de clientélisme dans le sens où il y a plusieurs choses. D'une part, on se rend compte que les élus locaux dans les petites collectivités connaissent pas forcément très bien la réglementation de la publicité. Et donc, sans le préfet, par exemple, qui agit pour faire tomber tous les dispositifs illégaux, il y a peu de chances que le maire ou le président de l'intercommunalité se saisisse de ces enjeux-là. Donc, ça crée un peu des questionnements sur quel va être l'impact réel de cette décentralisation, mais il y a une part d'incertitude. Ensuite, donc il y a d'autres problématiques, mais que vous pourrez retrouver dans le rapport. Mais là, je vais aborder les aspects qui peuvent être mis en place pour mettre la publicité plus au service de la transition écologique. D'une part, il y a l'éco-responsabilité dans les supports publicitaires, notamment dans la commande publique de nouveau. Par exemple, pour le mobilier urbain, les collectivités peuvent mettre en place des normes d'éco-conception. Donc ça fait partie d'un des leviers. La loi climat et résilience a aussi agi à travers les contrats climat sur les actions des acteurs de la publicité. On manque encore un peu de recul sur ces contrats climat. Il y a eu le premier rapport de l'ARCEP qui est sorti, qui est assez mitigé. On va dire que pour le moment, c'est pas encore les acteurs se sont pas encore trop saisis de leurs obligations, on va dire. Et fait intéressant, par contre, c'est un peu là où il y a une nouveauté à travers ça, c'est que à travers la commande publique, les collectivités peuvent aussi potentiellement réglementer le contenu. Euh, C'est-à-dire que sur la publicité dans l'espace privé, elles peuvent pas, elles ont aucun moyen d'action sur le contenu publicitaire. En revanche, sur l'espace, le domaine public, quand elles contractent du mobilier urbain avec des opérateurs, dans le contrat, elles peuvent mettre des clauses qui, par exemple, interdisent certains types de publicité. L'enjeu, c'est de définir une nomenclature vraiment précise du type de publicité qui pourrait être autorisée, interdite de manière très claire, parce que sinon, il y a des risques de conflits ou, par exemple, des opérateurs. Si, par exemple, une collectivité décide d'interdire euh, toutes les publicités sur les voitures, il y a peu de chances que des opérateurs répondent à la commande publique. Donc, il y a un enjeu de juste équilibre et également de censure. Donc, mais ça fait partie des potentialités offertes, enfin des leviers potentiels offerts aux collectivités territoriales. Donc voilà, s'il y a un mot d'ordre, enfin une conclusion très courte que je donnerais, c'est que les élus locaux doivent s'impliquer dans une politique cohérente en matière de communication et de publicité. Ce n'est pas des enjeux dissociés, mais vraiment la communication doit être prise dans son ensemble. Ça a un caractère fondamentalement politique et ça doit être au service d'une transition plus globale. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Merci de cette présentation très détaillée. Vous trouverez tous les détails de cette étude, évidemment, sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux, sur le site de l'ADEME, et dans les articles de presse qui vont lui être consacrés dans les prochains jours. J'appelle votre attention sur l'intérêt majeur moi personnellement j'ai trouvé des annexes, et en particulier des annexes monographiques qui sont tout à fait passionnantes et qui montrent concrètement comment tout ça peut se passer. Alors, on a vraiment 6 minutes, donc je vais prendre simplement peut-être 2 interventions très courtes. Raphaël va répondre et puis on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qui souhaite intervenir? N'hésitez pas à lever la main, vous savez le faire, j'en suis sûr, pour intervenir. Si personne ne veut intervenir. Oui? Oui,
Jean-Luc Saladin, pour 1 minute. Non? Oui? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais je pense que c'est son micro qui s'est ouvert et qu'il a juste éteint. Très bien. Alors, on va peut-être simplement, Raphaël, tu Ah vas oui, peut-être non, répondre. oui, non, c'est bon, oui. Il y a un bon. On voulait attirer, Oui. je fais partie de Paysages de France, et tout de suite, nous sommes en alerte maximum, car il y a un projet de loi au Parlement qui permettrait de mettre de la publicité sur les mobiliers urbains dans les villes de moins de 10 000 habitants. Et là, la France va se transformer en Disneyland, parce que jusqu'à maintenant, il est interdit de mettre de la publicité dans les villes des communes de moins de 10 000 habitants, ce qui sauvegarde quand même un peu la France, qui protège de la publicité. Et puis, on a l'énorme problème du fait que le président Macron a permis que l'on mette à nouveau de la publicité pour l'alcool en France, dans l'espace public. Et donc, ce sont les deux gros sujets qui nous tiennent à cœur, et nous avons été très ravis de voir que la Fabrique écologique se souciait de ce problème. Et il nous va falloir rassembler nos forces pour essayer d'éviter cette catastrophe. Merci beaucoup. Alors, s'il y a une deuxième intervention, sinon, tout simplement, Raphaël va répondre sur ces 2 points très rapidement, et puis on va conclure. Je crois que c'est ce qui va être fait. Raphaël, à toi sur ces 2 points. On a parlé ce matin, d'ailleurs, ensemble des communes de moins de 10 000 habitants. Donc, Raphaël, à toi sur ces 2 points. Ben, enfin, c'est un constat. Moi, j'ai pas encore entendu parler de cette potentielle évolution législative. Donc, vous m'apprenez quelque chose. Moi, j'ai entendu parler de l'évolution au niveau des dispositifs situés sur les bateaux, notamment sur ce qui se passe sur la côte méditerranéenne. Mais vous m'apprenez quelque chose. Je savais pas qu'il y avait une évolution réglementaire sur ce sujet-là. Très bien. Et sur l'alcool, tu n'as pas de commentaire à faire? Sur l'alcool, oui, il y a une forme enfin, la loi E20 est un peu, comment dire, vidée de son sens, dans le sens où les collectivités peuvent, enfin les collectivités, les publicitaires ne vendent pas l'alcool à proprement parler, mais mettent en avant la boisson sur les dispositifs. Là, je fais ça m'évoque quelque chose, c'est le maire de Mordel qui à Rennes avait enfin dans la métropole de Rennes avait parcouru un peu le territoire, notamment à la proximité des établissements scolaires, et s'était rendu compte à travers des photos, il avait quand même pris des photos, que 2 semaines avant les vacances scolaires, tous les dispositifs publicitaires à proximité de ces établissements mettaient en avant des publicités sur de l'alcool. Donc on voit qu'effectivement, c'est sur le plan éthique, d'une part c'est discutable, et effectivement mettre en avant des publicités sur des boissons alcoolisées sans dire pour autant que c'est bon pour la santé, on peut se demander à quel point, oui, la loi n'a pas été un peu détricotée. Ah ben, elle a été Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je conclurai peut-être sur 2 idées fortes, à mon avis, de cette étude et de la présentation qui vous a été faite. La première idée, c'est que les élus territoriaux, les responsables territoriaux, ont une marge de manœuvre plus grande qu'il n'y paraît parfois pour agir dans ce domaine, à la fois de la communication responsable et de la publicité. Et il faut bien le dire, c'est un des bilans de notre étude, cette marge de manœuvre n'est pas toujours beaucoup utilisée. Donc, je pense que cette étude est une forme d'appel pour le fait qu'il faut que les élus, s'ils veulent avoir une politique de transition écologique cohérente, utilisent davantage cette marge de manœuvre, y compris, puisque ça a été expertisé dans le cadre de l'étude par Raphaël, y compris dans certaines conditions évidemment précises, pour les messages que véhicule la publicité sur leur territoire, où il y a une marge de manœuvre naturellement pas totalement infinie, avec un certain nombre de conditions, mais on voit bien que les élus ont la possibilité d'agir dans ce domaine et qu'ils ne font pas encore beaucoup. Et ça, c'est vraiment un premier sujet important. Le deuxième sujet important, c'est qu'il y a, sans doute volontairement d'ailleurs dans certains cas,
toute une série de flous dans la réglementation qui est excessivement complexe, mais aussi excessivement flou dans la réglementation, et qu'il est évidemment très utile qu'on continue à avancer sur ces sujets. Et on me faisait remarquer ce matin, par exemple, que la loi dorénavant, en principe, interdit la publicité pour la consommation d'énergie fossile, ce qui est une faible part de la consommation réelle d'énergie, il s'agit simplement de l'achat d'énergie fossile. Sauf que le décret d'application, c'est la loi climat et résilience, sauf que le décret d'application n'est pas encore passé, ce qui fait que cette disposition législative n'est pas encore entrée en vigueur. Donc il y a un effort à faire tout à fait important, on le voit bien au niveau local, à la fois de compléter, en tout cas de compléter la législation par les décrets d'application, ça c'est une évidence, mais aussi d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets pour résorber un certain nombre de zones de flou qui continuent à subsister et qui ne sont pas acceptables, et évidemment de ne pas rentrer dans une démarche inverse qui serait d'autoriser des publicités supplémentaires dans les communes, dans certaines petites communes, comme ça a été indiqué. Voilà, donc il y a à la fois un effort à faire de prise en main, je pense, tout à fait importante par les responsables territoriaux, les élus, les responsables de communication, les responsables d'urbanisme, mais aussi au niveau de l'État et au niveau des parlementaires, la nécessité de compléter la législation et d'avancer plus loin dans la législation, tout en respectant la liberté des communes, qui est une bonne chose, des intercommunalités, qui est une bonne chose, parce que il est important, nous, vous savez, à la Fabrique écologique, on est très décentralisateur, on pense que la transition écologique, ça passe par la décentralisation, il est important que les responsables territoriaux aient une marge de manœuvre sur ces sujets. Encore faut-il qu'elle soit suffisamment encadrée, et peut-être qu'elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui, en tout cas qu'il y a des zones de flou qui pourraient être résorbées. Voilà, merci à vous tous. Et désolé si on n'a pas pu prendre toutes les remarques, parce qu'il y en a qui ont été faites qui étaient tout à fait passionnantes. Merci à vous tous. Et puis donc, on aura certainement l'occasion de reparler de ce sujet, puisque à partir de cette étude, la Fabrique écologique va très probablement prendre quelques initiatives pour en tout cas qu'elle soit connue sur les territoires et qu'on puisse en tirer toutes les leçons et toutes les leçons utiles, car elle est vraiment, je pense, tout à fait complète et tout à fait intéressante. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain webinaire ou un prochain atelier. Merci. Merci, au revoir.